Ma mère a dit à tout le quartier que je revenais m'installer à la maison pour m'occuper d'eux, me présentant un planning de ménage à l'instant même où je suis entré. Je n'ai pas discuté. Je suis juste parti, j'ai appelé Madame Higgins et j'ai mis ma maison en vente. Ils l'ont appris quand le panneau a été installé. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Assurez-vous d'être abonné pour voir la suite jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux, d'où nous regardez-vous tous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Je fonctionnais à bout de souffle. C'est la seule façon de décrire l'état physique et mental dans lequel je me trouvais lorsque j'ai garé ma voiture dans l'allée de la maison de mes parents ce dimanche après-midi. Cela faisait 6 semaines épuisantes au travail pour le lancement d'une refonte massive de l'expérience utilisateur pour un client de la FinTech, ce qui exigeait des journées de 16 heures. D'interminables appels Zoom sur 3 fuseaux horaires et un régime composé exclusivement de café tiède et de panique. J'étais chercheuse senior en UX, un travail incroyablement bien payé mais qui exigeait une partie de votre âme en retour pendant les périodes de pointe. J'avais à peine dormi en 48 heures. Ma peau semblait tendue et parcheminée. Mes yeux me brûlaient. Et franchement, je voulais juste le poulet rôti de ma mère et quelques heures de silence absolu dans la maison où j'avais grandi. Je suis resté assise dans la voiture un moment, agrippée au volant, essayant de rassembler l'énergie nécessaire pour détacher ma ceinture de sécurité. J'ai regardé la maison, une demeure coloniale immaculée de 2 étages que mes parents, Martha et Albert, gardaient soignée au millimètre près. C'était habituellement un sanctuaire, un endroit où le temps s'arrêtait. Aujourd'hui, pourtant, il y avait une énergie étrange. Les rideaux de la grande fenêtre de devant ont bougé. J'ai vu une ombre passer. C'était probablement juste ma mère qui vérifiait mon arrivée, mais dans mon état d'épuisement intense, cela semblait prédateur. Je suis enfin sorti, l'air frais de l'automne ne parvenant guère à me réveiller. J'ai remonté l'allée, mes bottes claquant sur le pavé, traînant légèrement les pieds. J'avais 32 ans, j'étais propriétaire et une professionnelle accomplie. Pourtant, en marchant vers cette porte d'entrée, j'ai ressenti une étrange régression, comme si j'étais une adolescente rentrant après le couvre-feu. Je n'ai même pas eu l'occasion de tourner la poignée. La porte s'est ouverte avant que je puisse la toucher. Elle est là, a annoncé ma mère, Martha, non pas à moi, mais au couloir vide derrière elle. Elle s'est retournée vers moi, son sourire serré, pratiqué, et dénué de toute chaleur réelle. Elle ne portait pas son tablier habituel du dimanche, elle était vêtue d'un blazer rigide et d'un pantalon, ses cheveux coiffés en un casque de lac. Claire, tu es en retard. Nous avons un emploi du temps à respecter. Salut, maman, ai-je réussi à dire, la voix rauque. Je suis entré, déposant mon sac à main sur le banc de l'entrée. Désolé, la circulation était un cauchemar, et j'ai dû envoyer un dernier email avant de partir. Je suis épuisé. Eh bien, habitue-toi à la circulation, ma chère, dit-elle d'un air désinvolte, refermant la porte derrière moi avec un clic décisif. Bien que je suppose que tu n'auras plus à t'en soucier longtemps une fois que tu seras installé. Je me suis arrêté, une botte à moitié retirée. Le dîner est sur la table, dit-elle en ignorant ma question et en tournant les talons. Ton père attend. Nous avons beaucoup de choses à revoir avant l'arrivée des déménageurs la semaine prochaine. Mon cerveau, lent et embrumé par le manque de sommeil, ne parvenait pas à traiter la phrase. Des déménageurs? Je l'ai suivi dans la salle à manger, l'odeur du poulet rôti me soulevant le cœur plutôt que de me réconforter. Mon père, Albert, était assis en bout de table, l'air mal à l'aise. C'était un actuaire à la retraite, un homme qui avait passé sa vie à éviter les conflits en cessant simplement d'exister dans toute pièce occupée par ma mère. Il m'a offert un sourire faible et désolé. « Assieds-toi », ordonna Martha, pointant mon siège habituel. Mais il y avait quelque chose sur le set de table. Ce n'était ni une serviette ni des couverts, c'était un porte-bloc. Je l'ai fixé. Une feuille de papier plastifié intitulée « Responsabilité quotidienne de CL », première version se trouvait sur le dessus. « Maman, c'est quoi ça ?» ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement non pas de peur, mais d'une confusion bouillonnante et croissante. « Nous l'avons dit aux voisins hier », a dit Martha, se versant un verre de thé glacé d'une main ferme. Madame Gable posait des questions sur tes petites difficultés en ville. Je lui ai annoncé la bonne nouvelle, que tu as enfin décidé d'être raisonnable, de renoncer à ta location exiguë et de revenir à la maison pour t'occuper de nous. C'est vraiment la meilleure solution pour tout le monde.
Nous recevons l'aide dont nous avons besoin pour la maison, et toi tu économises de l'argent et tu te remets sur pied. J'ai senti le sang quitter mon visage. Mes difficultés? Ma location? Mange tes pommes de terre, Claire, dit-elle en coupant sa viande avec une précision chirurgicale. Nous pourrons discuter de la rénovation du sous-sol après que tu auras signé l'accord. La trahison m'a frappé plus fort que l'épuisement. Ce n'était pas juste un malentendu. C'était un récit et une réalité complètement fabriquée qu'elle avait construite et vendue au monde entier pendant que j'étais occupé à m'épuiser au travail. Elle ne m'avait pas demandé, elle m'avait ordonné. Et en regardant son visage calme et expectant, j'ai réalisé qu'elle croyait sincèrement que je n'avais pas le choix. J'ai regardé à nouveau le porte-bloc. Le texte dansait devant mes yeux, mais certaines phrases ressortaient, impérieuses. 6 heures, préparer le petit déjeuner sans sel du père. 8 heures 10 heures, nettoyage en profondeur du rez-de-chaussée, aspirateur, époussetage des plaintes. 12 heures, transporter la mère au club de bridge club de jardinage. 15 heures, course et préparation des repas. 21 heures, extinction des feux au mode économie d'énergie. C'est une blague, ai-je chuchoté, le papier se froissant sous ma main. J'ai levé les yeux vers mon père. Papa, tu es au courant de ça. Albert s'est raclé la gorge, ses yeux fuyant vers le centre de table. Eh bien, Claire, ta mère. Elle a l'impression qu'avec sa hanche et ma tension artérielle, il devient plus difficile de gérer cette grande maison. Et nous avons entendu. Il a jeté un coup d'œil à Martha. Nous avons entendu dire que les choses étaient difficiles pour toi. Difficiles? Ai-je répété, la voix montant d'un ton. Je viens de diriger un projet de 2 millions de dollars. J'ai été promu le mois dernier. Qui vous a dit que les choses étaient difficiles? Oh, ça suffit, Claire, trancha Martha en lâchant sa fourchette. Le bruit métallique résonna dans la pièce silencieuse. Nous savons que tu loues cette minuscule boîte à chaussures en ville. Nous savons que tu n'as pas de mari pour t'aider. Madame Gable a dit qu'elle avait vu ta voiture garée devant ce magasin de produits discount il y a 3 semaines. Il n'y a pas de honte à admettre que tu échoues, mais il y a de la honte à mentir à tes parents à ce sujet. Je fais mes courses chez Aldi parce que je suis économe, maman, pas parce que je suis fauché. Je me suis levé, ma chaise raclant violemment contre le parquet. C'est une banque qui possède cette maison, Claire, dit-elle d'un revers de main méprisant. Et les traites doivent étouffer. Pourquoi d'autres serais-tu célibataire à 32 ans? Tu es manifestement stressé. Regarde-toi, tu as une mine affreuse. Tu as des cernes de la taille de valise. Tu as besoin de nous. Elle but une gorgée de son thé, ses yeux fixant les miens avec une certitude froide et terrifiante. J'ai déjà vidé le sous-sol. Nous y avons descendu ton ancien lit simple. C'est douillet. Tu n'auras pas besoin de beaucoup d'espace puisque tu seras occupé par l'entretien de la maison. Je ne vais pas m'installer ici, ai-je dit, en détachant chaque mot. Je ne suis pas votre femme de ménage. Je ne suis pas votre infirmière. Les voisins t'attendent mardi, dit Martha, sa voix descendant d'un octave, devenant menaçante. Je leur ai dit que tu t'occuperais du comité du festival d'automne en mon nom puisque je suis trop fragile maintenant. Ne t'avise pas de me faire honte, Claire. Tu vas donner ton préavis pour ton appartement demain, et tu vas revenir à la maison, là où est ta place. Nous t'avons élevé. Tu nous dois bien ça. Ma poitrine se serra. C'était la même suffocation que j'avais ressentie tout au long du lycée, le même poids écrasant de ses attentes et de sa réécriture de ma réalité pour satisfaire ses besoins. Elle ne voyait pas une fille, elle voyait un plan de retraite. Elle voyait une servante qu'elle pouvait intimider parce qu'elle pensait que je n'avais nulle part ailleurs où aller. Elle me pensait faible. Elle pensait que j'étais la même petite fille qui pleurait quand elle critiquait ma tenue. J'ai regardé mon père, le suppliant d'intervenir, d'être le parent dont j'avais besoin. Il s'est contenté de prendre une bouchée de ses pommes de terre et de regarder par la fenêtre. J'ai ramassé le porte-bloc. Martha a souri, pensant que j'acceptais mon sort. Lis-le attentivement, conseilla-t-elle. Je suis très pointilleuse sur la façon dont les plaintes sont époussetées. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. L'épuisement s'est soudainement cristallisé en une clarté froide et dure. Non, ai-je dit doucement. J'ai laissé tomber le porte-bloc sur la table. Il a atterri sur son assiette,
éclaboussant de sauce la nappe blanche immaculée. Claire, hurla-t-elle, sursautant en arrière. Je m'en vais, ai-je dit. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Si tu franchis cette porte, cria Martha, sa voix perdant son calme poli, ne t'attends pas à ce que nous soyons là quand tu reviendras en rampant. Tu es ingrate. Tu es égoïste. Tu vas perdre cet appartement et te retrouver à la rue, et je ne lèverai pas le petit doigt. J'ai attrapé mon sac. Mes mains tremblaient, mais pas de faiblesse. Elles tremblaient à cause de l'adrénaline d'un pont que l'on vient d'incendier. Adieu, mère, ai-je lancé sans me retourner. J'ai claqué la porte d'entrée, le son vibrant jusque dans mes os. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et je suis resté assise là pendant une minute entière, respirant le silence. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'elle. Martha, tu as jusqu'à demain matin pour t'excuser et confirmer les déménageurs. Sinon, je dirai à tout le monde exactement quel genre de fille tu es vraiment. J'ai fixé l'écran. Elle pensait que son cercle social était la Cour de justice suprême. Elle pensait que ses commérages pouvaient me détruire. Elle pensait tenir toutes les cartes parce qu'elle supposait que j'étais démuni et désespéré. Mais ils avaient oublié une chose cruciale, je n'étais pas en location. Je possédais une maison historique de 4 chambres dans l'un des quartiers les plus prisés de l'État, une maison qui avait pris 30% de valeur au cours des 2 dernières années. Et je n'avais pas besoin d'un filet de sécurité. J'avais un parachute en or. Pour comprendre pourquoi ce moment a été si bouleversant, il faut comprendre la décennie de silence que j'avais endurée. Je n'étais pas une enfant rebelle, j'étais celle qui réparait tout. Quand mon frère, qui avait sagement déménagé en Australie il y a 5 ans, a cessé d'appeler, c'est moi qui y allais tous les dimanches pour combler le silence. Quand mon père a été opéré du genou, c'est moi qui ai pris 2 semaines de congé pour le conduire à ses séances de kiné, cuisiner le repas et écouter Martha se plaindre que ma cuisine n'était pas assez salée. J'avais passé toute ma vingtaine à essayer d'acheter leur amour par le service. Je pensais que si j'avais assez de succès, si j'étais assez serviable, assez présente, Martha finirait par me regarder et me dire « Beau travail, Claire ». Mais Martha ne fonctionnait pas avec la monnaie de l'amour. Elle fonctionnait avec celle du contrôle. C'était une femme qui considérait ses enfants comme des extensions de sa propre vanité. Si nous réussissions, c'était grâce à son éducation. Si nous rencontrions des difficultés, c'était une insulte personnelle à sa réputation. Mais il y avait un point d'équilibre qu'elle préférait par-dessus tout, quand nous galérions juste assez pour avoir besoin d'elle, mais pas trop pour ne pas être embarrassant. Elle nous voulait dépendants. Elle avait 65 ans, même si elle disait à tout le monde qu'elle en avait 59. C'était une femme au foyer qui n'avait pas fait son propre ménage depuis 20 ans, s'appuyant sur une rotation de services de nettoyage qu'elle finissait inévitablement par renvoyer pour incompétence après 1 mois. Elle passait ses journées à présider des comités pour l'association locale des propriétaires, terrorisant le quartier avec des amendes pour une pelouse dépassant d'1/4 de pouce la hauteur réglementaire. Et ces derniers temps, ses problèmes de santé étaient devenus bien pratiques. « Oh, mes vertiges reprennent », disait-elle dès que le lave-vaisselle devait être vidé. « Mon arthrite est terrible aujourd'hui », gémissait-elle quand le jardin avait besoin d'être désherbé. Pourtant, elle pouvait jouer 18 trous de golf un mardi sans un rictus. Elle pouvait danser pendant 3 heures lors d'un mariage. La fragilité n'apparaissait que lorsqu'il y avait du travail à faire. Ce nouveau plan, le plan de l'aide à domicile, était son chef-d'œuvre. J'ai réalisé en m'éloignant de la maison que ce n'était pas une décision soudaine. Elle préparait le terrain depuis des mois, les allusions sur la maison devenue trop grande, les questions sur mes finances déguisées en inquiétude. « Es-tu sûre de pouvoir payer cette facture de chauffage, ma chère ?» Elle avait attendu un moment de faiblesse. Et elle pensait l'avoir trouvé. Elle a vu mon épuisement, ma perte de poids due au stress du projet et mon célibat, et elle a construit une réalité où j'étais une ratée qui devait rentrer au bercail. C'était brillant, d'une manière maladive et tordue. En disant aux voisins que je m'installais, elle me piégeait socialement. Si je ne m'installais pas, je n'étais pas seulement une adulte indépendante, j'étais la fille cruelle abandonnant ses parents souffrant après avoir promis de les aider. Elle avait transformé son cercle social en arme contre moi. Je me suis garé sur le parking d'une station-service, le cœur battant toujours contre mes côtes. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de crier. Mais surtout, j'avais besoin de m'assurer qu'elle ne pourrait plus jamais, au grand jamais, tenter de s'approprier ma vie.
J'ai regardé mon téléphone. Un autre SMS d'elle. Martha, Madame Gable vient d'apporter un gratin pour ton dîner de bienvenue. Je lui ai dit que tu étais juste parti faire une petite course. Ne fais pas de moi une menteuse, Claire. Elle persistait et signait. Elle jouait le tout pour le tout, littéralement, sur ma soumission. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom que je cherchais, Madame Higgins. Madame Higgins était le meilleur agent immobilier de ma ville. C'était un requin en costume Chanel, une femme capable de vendre une maison hantée à un chasseur de fantômes au prix demandé. C'était aussi la femme qui m'avait aidé à acheter ma location il y a 3 ans. J'ai appuyé sur appeler. C'était dimanche soir, mais les requins ne dorment pas. Claire? La voix de Madame Higgins était nette et chaleureuse. À quoi dois-je le plaisir? Dis-moi s'il te plaît que tu es enfin prête à vendre cet immeuble de placement. Le marché est fou en ce moment. J'ai pris une profonde inspiration, regardant le soleil se coucher sur les pompes à essence. Pas l'immeuble de placement, Madame Higgins, ai-je dit, ma voix se stabilisant pour la première fois de la journée. Je veux vendre ma résidence principale, la victorienne. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Ta maison, Claire? Ma puce, tu adores cette maison. Tu viens de finir la cuisine. Je sais, ai-je dit, une larme s'échappant enfin et roulant sur ma joue. Mais je dois déménager. Je dois partir loin, et je dois le faire vite. De quelle destination parle-t-on, demanda-t-elle, son-on passant instantanément à l'évaluation professionnelle. Londres, ai-je dit. L'idée me trottait dans la tête depuis des mois. Mon entreprise avait un bureau au Royaume-Uni qui réclamait des chercheurs seniors. J'avais eu trop peur de laisser mes parents, trop peur d'être trop loin au cas où ils auraient besoin de moi. Londres est charmante, dit Madame Higgins. Maintenant, ai-je dit. Ce soir. Je veux le panneau dans le jardin demain matin. Et Madame Higgins? Oui. Je veux que vous fixiez un prix qui déclenche une guerre d'enchères. Le silence de ma maison ce lundi matin était un contraste saisissant et magnifique avec le chaos que Martha avait tenté de m'infliger la veille. Je ne me suis pas réveillé au son d'une alarme générique ou d'une mère hurlante, mais au ronronnement doux et rythmé de mon propre réfrigérateur et à la lumière gris pâle filtrant à travers les rideaux en lin que j'avais choisis moi-même 6 mois plus tôt. Je suis resté allongé dans mon lit pendant 20 minutes, respirant simplement. Mon téléphone, que j'avais mis en sourdine au moment où j'avais quitté l'allée de mes parents, vibrait furieusement sur la table de chevet. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir ce qui se passait. Martha serait passée de la phase mère serviable à la phase martyr et était probablement en train de transiter vers la phase divinité vengeresse. Je l'ai finalement pris. 53 notifications. 14 appels manqués de maman. 3 de papa. 36 messages textes. Je les ai parcourus avec détachement, comme si je lisais une étude de cas pour un cours de psychologie. Martha, 21h03, tu fais une terrible erreur. J'ai déjà acheté la lessive spéciale pour tes draps. Martha, 22h15, papa pleure. J'espère que tu es contente. Tu es en train de le tuer. Martha, 6h, je passe à 9h pour t'aider à faire tes cartons. Manifestement, tu es dépassé et tu ne réfléchis pas correctement. Nous allons régler ça. Je me suis assise, l'angoisse glacée dans mon estomac se durcissant en quelque chose d'utile, de la résolution. Non, ai-je dit à voix haute dans la chambre vide. Tu ne viendras pas ici. Je ne lui ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai lancé le seul appel qui comptait vraiment. David, ai-je dit quand le visage de mon patron est apparu sur l'écran. Il parut surpris de me voir. Je n'étais pas censé être en ligne avant 2 heures. Claire, tout va bien? On dirait que tu as dormi environ 3 heures, dit David en s'adossant à sa chaise. Je pensais que tu prenais un jour de congé après le lancement. C'est le cas, ai-je dit, la voix ferme. Mais je devais te parler d'abord. Tu te souviens de ce transfert au bureau de Londres? Le poste dans la branche de Shoreditch pour diriger l'équipe de recherche EMEA? David hésita. Mes obligations ont changé, ai-je dit. L'offre est-elle toujours sur la table? Claire, tu es notre meilleure chercheuse. Si tu le veux, il est à toi. Mais le programme de relocalisation exige un engagement minimum de 2 ans. C'est un grand changement. Je sais, ai-je dit.
Je peux être dans un avion dans 2 semaines. J'ai juste besoin que les papiers me soient envoyés aujourd'hui. David fit une pause, étudiant mon visage à travers l'écran. Il avait dû voir le désespoir que j'essayais de cacher, ou peut-être la détermination d'acier qui l'avait remplacé. D'accord. Je demanderai au RH de t'envoyer le DocuSign d'ici midi. Bienvenue à Londres, Claire. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai expiré un long soupir tremblant qui semblait vider mes poumons complètement. Je l'avais fait. J'avais tiré sur la poignée du parachute. Mais échapper à Martha n'était pas seulement une question de géographie, c'était une question d'actifs. Elle pensait que je me noyais sous les dettes. Elle pensait que je louais une boîte à chaussures. Elle comptait sur ses mensonges pour maintenir son pouvoir sur moi. Si je partais sans boucler la boucle, elle passerait les 10 prochaines années à dire aux voisins que j'avais fui le pays pour éviter mes créanciers. Je devais liquider. À 10 heures, Madame Higgins s'est garée dans mon allée avec sa Mercedes argentée. Elle est sortie, impeccable dans un tailleur pantalon crème, observant mon jardin de devant avec une approbation professionnelle. Les hortensias poussent magnifiquement, Claire, dit-elle alors que j'ouvrais la porte. Elle entra, ses talons claquant sur le parquet que j'avais reverni moi-même il y a 2 étés. Elle regarda le salon, notant les moulures, les meubles intégrés sur mesure et la valeur évidente de la propriété. Tu sais, quand tu as dit que tu voulais vendre, j'ai cru que tu faisais une crise de la trentaine. Mais en voyant les données du marché ce matin, tu vas faire une affaire d'or. Je veux que ça parte vite, Madame Higgins, ai-je dit en la menant à la cuisine. Je ne cherche pas le prix le plus élevé si cela signifie rester sur le marché pendant 3 mois. Je veux une guerre d'enchères, et je veux que l'acte soit sous séquestre dans 10 jours. Madame Higgins posa sa mallette sur l'îlot en quartz. Ma puce, avec un inventaire aussi bas et ton district scolaire? On met en vente jeudi, on fait une visite libre dimanche, et tu auras plusieurs offres au-dessus du prix demandé lundi soir. Mais je dois te demander. Est-ce que ta mère est au courant? Madame Higgins connaissait Martha. Tout le monde en ville connaissait Martha. Martha avait un jour essayé de faire renvoyer Madame Higgins du club de jardinage parce qu'elle avait apporté des biscuits industriels à une collecte de fonds. Elle pense que je suis locataire, ai-je dit calmement. Elle pense que je suis fauché. Elle pense que je m'installe dans son sous-sol pour être sa boniche. Madame Higgins s'interrompit, sa main suspendue au-dessus de son iPad. Ses sourcils remontèrent jusqu'à la racine de ses cheveux. Pardon? Elle a créé ce récit selon lequel je suis une ratée, ai-je expliqué, la honte me brûlant les joues. Elle le dit à tout le monde. Si elle apprend que je vends cet endroit avec profit et que je déménage à Londres, cela détruit son histoire. Elle essaiera de m'arrêter. L'expression de Madame Higgins passa de l'agent immobilier professionnel à l'allié complice. Un lent sourire de requin s'étira sur son visage. Alors, nous devons être discrètes avec l'affichage? Non, ai-je dit, une satisfaction sombre fleurissant dans ma poitrine. Mettez le panneau. Mettez le plus grand panneau que vous ayez, juste devant la maison. Qu'elle le voie. Qu'elle pense que le propriétaire me met dehors. Cela ne fera que renforcer sa confiance. Et quand elle m'appellera, demanda Madame Higgins. Si elle vous appelle, ai-je dit, ne lui dites rien tant que l'encre n'est pas sèche. Compris. Compris, dit Madame Higgins en tapotant son écran. Vendons cette maison. Le panneau fut installé mercredi matin. Dès mercredi après-midi, l'ennemi était aux portes. J'étais en train d'emballer ma bibliothèque, enveloppant ma collection de vieux romans de science-fiction dans du papier bulle, quand j'ai entendu les coups agressifs contre la porte d'entrée. Ce n'était pas quelqu'un qui frappait, c'était une mise en demeure. Je me suis figé. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. Martha. Elle se tenait sur le perron, arborant son visage de mère inquiète, sourcils pincés, lèvres serrées mais son langage corporel respirait l'agression pure. Elle regardait par la vitre latérale, essayant de voir à l'intérieur. J'ai hésité à ne pas répondre, mais si je ne le faisais pas, elle appellerait la police en prétendant que j'avais des tendances suicidaires. Je l'avais vu faire ça à un voisin autrefois. J'ai ouvert la porte, mais je suis resté dans l'encadrement pour lui barrer l'entrée. Claire. Elle me poussa pour passer avant que je puisse parler, son épaule heurtant la mienne avec une force surprenante. Elle marcha jusqu'au couloir, ses yeux scannant les piles de cartons que j'avais alignées contre le mur.
Dieu merci, tu emballes. Elle poussa un soupir de soulagement dramatique, posant une main sur son cœur. J'étais tellement inquiète quand tu n'as pas répondu. J'ai cru que tu allais faire ta tête de mule et attendre que le shérif vienne t'expulser. J'ai refermé la porte lentement, me tournant vers elle. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue superviser, dit-elle, passant un doigt sur le dessus d'un carton. Et m'assurer que tu n'apportes pas de vieilleries. Le sous-sol est petit, Claire. Tu peux apporter tes vêtements, évidemment, mais ça. Elle désigna mes livres. Nous n'avons pas de place pour de vieux livres poussiéreux. Tu peux les donner ou simplement les laisser pour que le propriétaire s'en occupe. Je ne les laisse pas, ai-je dit, la voix tendue. Et je ne m'installe pas dans le sous-sol. Martha rit son aigu et cristallin qui m'irritait les nerfs comme du papier de verre. Oh, arrête ça. Nous en avons déjà discuté. Les voisins savent que tu arrives samedi. Madame Gable a déjà organisé une chaîne de solidarité de repas pour nous afin de vous aider à vous installer, car vous serez très occupés par le programme de nettoyage. Elle entra dans le salon, regardant autour d'elle avec un rictus méprisant. Dieu, cet endroit est déprimant. Pourquoi tu as gaspillé de l'argent pour peindre ces murs me dépasse totalement. Et ce luminaire? I2. C'est une bonne chose que tu partes. Cet endroit ne te ressemblait jamais vraiment, n'est-ce pas? J'ai choisi ce luminaire, dis-je en entrant dans la pièce. Et c'est moi qui ai peint ces murs. Eh bien, ça se voit, dit-elle d'un ton dédaigneux. Maintenant, prends ton manteau. J'ai besoin que tu viennes avec moi à la pharmacie. Mon ordonnance est prête, et mon genou me fait horriblement souffrir aujourd'hui. Tu peux conduire, ce sera un bon exercice pour la semaine prochaine. Elle se tourna vers moi, s'attendant à de l'obéissance. Elle s'attendait aux épaules voûtées, aux soupirs résignés, aux hochements de tête. Elle s'attendait à la fille qu'elle avait dressée pour être une servante. Au lieu de cela, je croisai les bras. Le mot resta suspendu dans l'air entre nous. Martha cligna des yeux, son sourire faiblissant. Pardon? Je ne vous emmène pas à la pharmacie, dis-je. J'ai beaucoup de travail, et je n'emménage pas dans votre sous-sol samedi. Claire, dit-elle, sa voix tombant à ce murmure dangereux. Ne me teste pas. Je sais que tu es embarrassé. Je sais qu'il est difficile d'admettre que tu as échoué, mais jouer les difficiles ne changera pas les faits. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de maison. Tu n'as nulle part où aller. J'ai un travail, dis-je. Un très bon travail. Un travail qui ne paie manifestement pas assez pour garder un toit sur ta tête, lança-t-elle en désignant la fenêtre où le panneau à vendre était visible. Le panneau est dans le jardin, Claire. Tu es expulsé. Arrête de me mentir. Ce panneau ne signifie pas que je suis expulsé, dis-je, la colère bouillonnant enfin, chaude et vive. Cela signifie que je vends. Je suis propriétaire de cette maison, maman. Je la possède depuis 3 ans, et je la vends parce que je déménage à Londres. Martha se figea. Elle me regarda fixement, son cerveau essayant de traiter l'information et la rejetant instantanément parce qu'elle ne cadrait pas avec son récit. Londres? Répéta-t-elle, comme si j'avais dit que je déménageais sur Mars. Ne sois pas ridicule. Tu ne peux même pas payer un loyer dans cette banlieue. Comment vas-tu vivre à Londres? J'ai été transféré, dis-je, savourant l'expression de confusion sur son visage. Mon entreprise me déplace. Il paie pour tout. Et quand cette maison sera vendue, j'aurai un très joli pécule. Alors, non, je ne dépoussiérerai pas vos plaintes. Je ne vous conduirai pas au club de bridge. Je vais vivre en Europe. Le visage de Martha passa par une série complexe de contorsions, le choc, puis le déni, puis une rage pure et absolue. Tu mens. Cracha-t-elle. Tu inventes tout ça pour me faire du mal. Tu es juste comme ton frère, égoïste, délirante. J'ai le billet d'avion, maman, dis-je calmement. Je pars dans 2 semaines. Elle me fixa pendant un long moment, respirant l'air avec difficulté. Puis, un masque retomba sur son visage. La rage disparut, remplacée par un sourire froid et compatissant. Oh, Claire, dit-elle doucement en secouant la tête. Tu es vraiment malade, n'est-ce pas? Londres? Un transfert? Tu as manifestement fait une dépression.
C'est juste un fantasme que tu as concocté pour faire face à la honte de perdre ton appartement. Elle retourna vers la porte. Je vais rentrer à la maison et appeler le docteur Evans. C'est un ami de la famille. Il pourra probablement obtenir une recommandation pour une évaluation psychiatrique. Nous ne pouvons pas te laisser t'envoler pour l'Europe en plein épisode maniaque. Sors, murmurai-je. On se voit samedi, Claire, dit-elle en ouvrant la porte. Et ne t'inquiète pas, nous dirons aux voisins que tu es juste confuse. Nous garderons ta petite histoire de Londres entre nous. Elle claqua la porte. Je restai là, tremblante. Elle ne me croyait pas ou plutôt, elle refusait de me croire parce que la vérité était trop dérangeante. Elle allait transformer tout cela. Elle allait dire à tout le monde que j'étais folle. La campagne de dénigrement commença avant même que sa voiture n'ait quitté ma rue. Le jeudi, j'avais reçu des SMS de 3 cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Cousine Sarah, salut Claire, je viens d'avoir tante Martha au téléphone à propos de ce que tu traverses. Je veux juste que tu saches qu'il n'y a pas de honte à chercher une aide psychologique. Nous t'aimons. Oncle Bob, Claire, s'il te plaît, écoute ta mère. Elle ne veut que ton bien. Ne t'enfuis pas. Elle était en train de détruire ma réputation. Elle me peignait comme instable, maniaque et incompétente. Elle disait à la famille que je faisais une dépression et que je m'inventais des délires de grandeur sur un faux travail à Londres pour cacher ma ruine financière. C'était un chef-d'œuvre de triangulation. Si j'essayais de me défendre, j'aurais l'air défensive et maniaque, confirmant ainsi son histoire. Si je restais silencieuse, son histoire devenait la vérité. Mais son désespoir révélait autre chose. Pourquoi se battait-elle avec autant d'acharnement? Pourquoi était-elle si terrifiée à l'idée que je ne rentre pas à la maison? Ce n'était pas seulement pour les corvées. Martha était paresseuse, certes, mais elle était aussi radine. Je décidai de faire mes propres recherches. J'avais toujours les identifiants de connexion du compte de messagerie joint de mes parents depuis que j'avais configuré leur iPad 2 ans auparavant. Je savais que c'était une violation de la vie privée, mais ils essayaient actuellement de me faire interner, alors je me suis dit que tous les coups étaient permis. Je me connectais et commençais à faire défiler les messages. J'ignorais les newsletters du club de bridge et les spams politiques. J'allais directement dans le dossier des messages envoyés. Je trouvais une chaîne de mails datant de 3 semaines avec une agence de placement de personnel. Objet, remplacement pour Maria. Représentant de l'agence, Madame Peterson, comme nous en avons discuté, nous ne pouvons pas envoyer d'autres auxiliaires à votre domicile. Maria a déposé une plainte formelle concernant des abus verbaux et des conditions de travail déraisonnables. Vous avez également un solde impayé de 3400 $ pour les 2 derniers mois de service. Réponse de Martha, Maria était incompétente et voleuse. Je ne paie pas pour un service médiocre. De plus, ma fille revient s'installer le mois prochain pour prendre la relève à plein temps, alors annulez votre contrat immédiatement. J'en restais bouche bée. Ce n'était pas seulement qu'ils voulaient une femme de ménage. Ils avaient fait fuir les professionnels, devaient de l'argent, et avaient littéralement licencié l'agence en partant du principe que je remplirais ce rôle gratuitement. Je continuais mes recherches. Je trouvais un dossier marqué voyage. À l'intérieur se trouvait une confirmation de réservation, la croisière mondiale Royal Caribbean, 120 jours, départ le 15 novembre. Le coût était astronomique, près de 40 000 $. Je compris tout instantanément. Il n'était pas fragile. Il n'était pas malade. Il prévoyait de partir pour une croisière de luxe de 4 mois, mais il ne pouvait pas laisser la maison sans surveillance aussi longtemps sans payer un gardien. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer leurs affaires, payer les factures et entretenir la propriété pendant qu'ils boiraient des mimosas en Méditerranée. C'était cela, le rôle de soignante. Je n'emménageais pas pour les soigner, j'emménageais pour être leur gestionnaire de propriété gratuite afin qu'ils puissent dilapider mon héritage dans une croisière. Et ils avaient besoin de l'argent de mon loyer et qu'ils s'attendaient à ce que je leur paie pour vivre au sous-sol pour couvrir le dernier versement du prix du billet. J'imprimais tout, les emails avec l'agence, la confirmation de la croisière, les factures impayées. Mes mains tremblaient, mais cette fois ce n'était pas de peur. C'était la fureur froide et dure d'une femme qui réalise qu'elle n'a été qu'une ligne budgétaire dans un tableur pour les personnes qui étaient censées l'aimer. Le vendredi, Madame Higgins m'appela. « Claire, nous avons une situation, dit-elle, sa voix inhabituellement grave. Qu'est-ce qu'il y a ?
L'annonce n'est pas parue? Oh, elle est parue, dit Madame Higgins. Et votre mère l'a trouvée. Elle vient de m'appeler. Mon estomac se noie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne s'est pas présentée comme votre mère au début, dit Madame Higgins. Elle a appelé le numéro sur le panneau. Elle a prétendu être une voisine. Elle m'a dit que la locataire de cette propriété vous a complètement saccagé l'intérieur. Elle a dit qu'il y a d'importants dégâts des eaux que vous cachez, que les fondations sont fissurées, et qu'il y avait un laboratoire de méthamphétamine dans le sous-sol l'année dernière. J'eus un souffle coupé. Elle a quoi? Elle essaie de saboter la vente, Claire. Elle pense que si elle fait peur aux acheteurs, le propriétaire vous expulsera sans caution, et vous n'aurez nulle part où aller sinon chez elle. Elle a explicitement demandé si le propriétaire prévoyait de poursuivre la locataire pour dommages et intérêts. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Demandai-je, ma prise sur le téléphone se resserrant jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. Je l'ai laissé finir, dit Madame Higgins, sa voix devenant glaciale. Et puis je lui ai demandé, est-ce bien Martha Peterson? Elle a fait silence. Je lui ai dit, Madame Peterson, je suis l'agent immobilier responsable de la vente. J'ai parcouru cette propriété moi-même. Je sais qu'il n'y a pas de laboratoire de méthamphétamine, et je sais qu'il n'y a pas de propriétaire. Et puis j'ai lâché la bombe, dit Madame Higgins avec satisfaction. Je lui ai dit que Claire est l'unique propriétaire de cette propriété. Elle l'a mise en vente pour 850 000 $, et étant donné que nous avons déjà 3 offres préventives, elle va repartir avec près d'un demi-million en liquide. Alors, à moins que vous ne vouliez être poursuivi pour ingérence délictuelle dans un contrat commercial, je vous suggère d'arrêter d'appeler mon bureau. Le silence plana sur la ligne pendant une seconde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Murmurai-je. Elle a raccroché, dit Madame Higgins. Mais Claire, elle sait maintenant. Elle sait que vous avez l'argent. Elle sait que vous avez le pouvoir. Et les gens comme Martha ne prennent pas cela très bien. Non, dis-je en regardant les billets de croisière imprimés sur mon bureau. Elle va s'en prendre à moi. Elle a besoin de cet argent pour sa croisière. Elle va tenter un dernier coup de poker. La journée portes ouvertes est dimanche, dit Madame Higgins. Voulez-vous que je l'annule? Non, dis-je fermement. Maintenez-la. En fait, assurez-vous qu'il y ait du monde. Je serai là. Claire, d'habitude le vendeur n'est pas présent lors d'une journée portes ouvertes. Je sais, dis-je. Mais mes parents seront là. Je vous le garantis. Ils vont venir pour faire une scène. Ils vont essayer de m'humilier pour me soumettre devant tout le monde. Et qu'allez-vous faire? Demanda Madame Higgins. Je regardai la pile de preuves sur mon bureau. Je vais les laisser faire, dis-je. Et ensuite, je vais les enterrer. Le dimanche arriva avec la clarté croustillante et dorée d'un après-midi d'automne, le genre de temps pour lequel les agents immobiliers prieraient des dieux païens. Ma maison était spectaculaire. Madame Higgins l'avait mise en scène à la perfection. L'odeur de biscuits à la vanille fraîchement cuits et des vrais, pas ceux achetés en magasin que Martha méprisait flottait à travers les fenêtres ouvertes. Je me tenais dans la cuisine, vêtu non pas du jogging d'une fille vaincue retournant chez ses parents, mais d'une robe bleu marine ajustée qui criait cadre dirigeante. Je surveillais le flux de sécurité sur l'iPad de Madame Higgins. La rue était bordée de voitures. Les gens remontaient déjà l'allée. C'est un vrai zoo dehors, dit Madame Higgins en ajustant un vase de tulipes. J'ai déjà 3 couples qui posent des questions sur la clause d'indexation. Vous réalisez que vous pourriez obtenir 50 000 de plus que le prix demandé, n'est-ce pas? Je me fiche de l'argent, dis-je, les yeux fixés sur une berline familière qui s'arrêtait au bord du trottoir, se garant agressivement derrière la BMW d'un acheteur potentiel. Je me soucie seulement du spectacle. Martha et Albert sortirent de la voiture. Martha était habillée pour la guerre. Elle portait son tailleur de dirigeante d'église, un ensemble sévère en tweed gris, et elle remontait l'allée à une vitesse qui défiait miraculeusement sa prétendue arthrite. Albert la suivait, l'air confus et fatigué, tenant un plat à gratin recouvert de papier aluminium. Je me déplaçai vers le salon, me tenant près de la cheminée pour m'ancrer. La porte d'entrée s'ouvrit. Le foyer était déjà bondé de 2 jeunes couples et d'une famille visitant la maison. Martha se fraya un chemin à travers eux, sans s'excuser. Excusez-moi,
annonça-t-elle bruyamment, sa voix portant jusqu'au fond de la pièce. Faites attention où vous marchez, s'il vous plaît. Les lattes du plancher dans le couloir sont pourries. Nous n'avons pas encore eu le temps de les réparer. Le silence se fit dans la pièce. Le jeune couple près de la porte regarda ses pieds avec alarme. Madame Higgins s'avança, son sourire crispé mais professionnel. Madame Peterson, dit-elle, sa voix de l'acier enrobée de velours. Bienvenue. Comme je vous l'ai dit au téléphone, le rapport d'inspection est impeccable. Les planchers sont en chêne massif, installés l'année dernière. Martha l'ignora. Elle balaya la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux se fixent sur moi. Elle ne ressemblait pas à une mère voyant sa fille, elle ressemblait à un général voyant un déserteur. Claire, s'exclama-t-elle en se précipitant vers moi et en posant une main sur mon front, jouant pour le public. Oh ma chérie, regarde-toi. Tu es fiévreuse. Je t'avais dit que c'était trop de stress. Tu es confuse. Elle se tourna vers la pièce, s'adressant aux acheteurs stupéfaits. Je suis tellement désolé, tout le monde. Ma fille traverse une période difficile. Cette annonce est une erreur. Elle ne vend pas vraiment. Elle est au milieu d'un grave épisode de santé mentale, et nous l'emmenons à la maison pour lui donner les soins dont elle a besoin. S'il vous plaît, vous pouvez tous partir. La journée portes ouvertes est annulée. Un murmure parcourut la foule. Je vis le doute s'insinuer dans leurs yeux. C'était là son pouvoir, cette capacité à paraître si raisonnable, si inquiète, que la réalité se pliait autour d'elle. Papa, dis-je, ma voix coupant les murmures. Je ne regardais pas Martha. Je regardais droit vers mon père, qui se tenait près de la porte, tenant toujours le gratin, l'air mortifié. Papa, pose ce plat. Claire, peut-être devrions-nous simplement sortir et discuter, marmonna Albert, ses yeux fuyant partout dans la pièce. Non, dis-je en me dégageant du contact de Martha. Nous allons discuter ici même. Je me tournai vers la pièce. Je suis la propriétaire de cette propriété. Je suis saine d'esprit. Je suis chercheuse senior en expérience utilisateur pour une entreprise du Fortune 500, et la semaine prochaine, je suis transférée à notre siège de Londres. Ma mère vous ment parce qu'elle essaie de me forcer à emménager dans son sous-sol pour être sa servante non rémunérée. Au clair, arrête ça, rit Martha, un son frénétique et aigu. Elle délire. Le travail à Londres est un fantasme. Elle est fauchée. Ah bon? Je tendis la main derrière moi vers la cheminée et pris le dossier que j'avais préparé. Alors pourquoi Madame Higgins vient-elle de recevoir une preuve de fonds vérifiée de ma banque, montrant exactement à quel point je suis solvable? Je fis un pas vers Martha. La foule s'écarta. Tu as dit aux voisins que j'étais fauché, dis-je, ma voix montant, ferme et résonnante. Tu leur as dit que j'étais une ratée. Tu leur as dit que j'avais des difficultés pour pouvoir jouer les sauveurs. Mais ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Tu avais besoin que je sois désespéré parce que tu as licencié Maria. Le visage de Martha devint pâle. Je n'ai pas licencié Maria. Elle a démissionné. J'ai les emails, maman. Je brandis l'impression. J'ai l'email où tu as appelé l'agence, refusé de payer les $3000 que tu leur devais, et leur as dit d'annuler le contrat parce que, je cite, ma fille revient s'installer le mois prochain pour prendre la relève à plein temps. Je regardais mon père. Est-ce que tu savais ça, papa? Savais-tu qu'elle avait licencié l'auxiliaire parce qu'elle prévoyait que ce soit moi qui le fasse gratuitement? Albert regarda Martha, son expression passant de l'embarras au choc. Martha? Tu m'as dit que l'agence avait fait faillite. Elle a menti, papa, continuai-je, implacable. Tout comme elle a menti sur la raison pour laquelle elle a besoin de moi là-bas. Elle n'est pas malade. Elle n'est pas fragile. Elle a besoin d'un gardien de maison. Je sortis la deuxième feuille de papier, la confirmation de la croisière. La croisière mondiale Royal Caribbean, lus-je à haute voix. Départ le 15 novembre, 4 mois. Cabine de première classe. Coût total, 38 400 $. La pièce eut un souffle de stupeur. Je n'imaginais pas. Un véritable hoquet d'indignation parcourut les acheteurs potentiels. Tu ne peux pas te payer ce billet avec ta pension, n'est-ce pas? Demandai-je en la fixant.
C'est pour ça que tu avais besoin de moi au sous-sol. Tu allais me faire payer un loyer pour vivre dans ma propre maison d'enfance, n'est-ce pas? Mon loyer allait payer le dernier versement de tes vacances pendant que je récurais tes toilettes et tondais ta pelouse. Martha tremblait maintenant. Son récit se désintégrait en temps réel. Elle chercha du regard un allié, mais les voisins à Madame Gable se tenaient d'ailleurs dans le foyer, s'étant glissés à l'intérieur la regardaient bouche bée. Sale petite ingrate, siffla Martha, abandonnant totalement les apparences. Son visage se tordit en un rictus de haine. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Nous t'avons élevé. Tu nous es redevable. Tu es égoïste. Tu laisses tes parents pourrir pendant que tu t'enfuis en Europe. Je ne vous laisse pas pourrir, dis-je calmement. Je vous laisse vivre la vie que vous pouvez réellement vous offrir. Si vous voulez un soignant, embauchez-en un. Mais vous ne vous servirez plus de moi. Je me tournai vers mon père. Il fixait le reçu de la croisière dans ma main, puis Martha. Il ressemblait à un homme se réveillant d'un coma de 30 ans. Martha, dit Albert, sa voix étonnamment profonde. Tu as réservé la croisière mondiale? Tu m'as dit que nous allions juste rendre visite à ta sœur en Floride. C'était une surprise, Albert. Lança-t-elle. Et je devais le financer avec l'argent de Claire? Demanda Albert. En transformant notre fille en servante? Elle a plein d'argent. Hurla Martha en désignant ma maison. Regarde cet endroit. Elle peut se permettre de nous aider. Elle est égoïste. Non, dit Albert. Il posa le plat à gratin sur un pouf blanc impeccable. Cela fit un bruit sourd. Elle n'est pas égoïste. C'est nous qui le sommes. Il me regarda, les larmes aux yeux. Claire, je ne savais pas. Je te le jure, je ne savais pas qu'elle avait licencié Maria. Je ne savais pas pour la croisière. Je sais, papa, dis-je doucement. Monte dans la voiture, Albert, ordonna Martha, sentant qu'elle perdait le contrôle de son principal atout. Nous partons. Visiblement, Claire fait une dépression et a besoin d'espace. Non, dit Albert. Martha se figea. Pardon? J'ai dit non. Albert redressa l'échine. Il regarda Madame Higgins. Madame, est-ce que cette maison est toujours à vendre? Madame Higgins hocha la tête lentement. Elle l'est. Bien, dit Albert. Parce que ma fille mérite chaque centime. Il se tourna vers Martha. Je ne pars pas en croisière, Martha. Et je ne rentre pas avec toi maintenant. Je vais rester pour aider Claire à faire ses cartons. Tu ne peux pas. Hurla Martha. Tu ne peux pas me laisser. Ma hanche. Ta hanche va très bien, dit Albert d'une voix monocorde. Tu as joué au tennis mardi. J'ai vu la raquette dans le coffre. Martha resta là, dépouillée de ses mensonges, dépouillée de son pouvoir, entourée d'étrangers qui savaient maintenant exactement qui elle était. Elle paraissait petite. Elle paraissait pathétique. Parfait. Hurla-t-elle en tournant les talons. Parfait. Soyez misérables, tous les deux. On verra si ça m'importe. Elle sortit de la maison en trombe. La porte d'entrée claqua. Le silence retomba sur la pièce pendant un battement de cœur. Puis, Madame Higgins se racla la gorge. Eh bien, dit-elle à l'assemblée en frappant dans ses mains. Comme vous pouvez le voir, le vendeur est extrêmement motivé et le titre de propriété est clair. Qui veut voir la suite parentale? Les retombées furent rapides, brutales et tout à fait satisfaisantes. Ma maison ne s'est pas simplement vendue, elle a déclenché une frénésie. Madame Higgins avait raison, le drame lors de la journée portes ouvertes a semblé rendre la propriété plus légendaire que problématique. J'ai accepté une offre toute en espèces pour 60 000 $ de plus que le prix demandé, de la part d'un jeune architecte qui adorait l'énergie du lieu. Nous avons conclu la vente en 9 jours. Martha, quant à elle, a vu son crédit social s'effondrer. Madame Gable, la voisine qui avait été témoin de toute la crise, était la commère de la ville. Le lundi soir, tout le club de bridge, le comité de jardinage et le conseil des copropriétaires savaient que Martha Peterson avait simulé ses maux, licencié son aide et essayé d'asservir sa fille pour financer une croisière de luxe secrète. Le récit de la soignante dévouée qu'elle avait construit s'est écroulé.
Elle n'était plus la mère pitoyable d'une fille égarée, elle était la méchante du quartier. Elle a démissionné du comité du festival d'automne pour raison de santé, mais tout le monde savait que c'était parce que plus personne ne voulait s'asseoir à côté d'elle lors des réunions. Mais le plus grand changement fut Albert. Il n'a pas divorcé, ils appartenaient à une génération qui ne faisait tout simplement pas cela. Mais il a fait mieux, il a pris sa retraite de son rôle de complice. 3 jours avant mon vol pour Londres, j'ai retrouvé mon père pour dîner dans un restaurant de grillades en centre-ville, juste nous deux. Il avait l'air fatigué mais plus léger, comme s'il avait posé un sac à dos lourd qu'il portait depuis des décennies. Elle a annulé la croisière, me dit-il en coupant son steak. Elle a perdu la compte aussi. Elle est furieuse. Je parie qu'elle l'est, dis-je en prenant une gorgée de vin rouge. Comment ça se passe à la maison? C'est calme, dit-il. J'ai réembauché l'agence. Pas Maria, elle ne voulait pas revenir, mais une nouvelle jeune femme. Et j'ai dit à Martha que si elle la licenciait, j'emménageais dans un appartement. Je pense qu'elle me croit cette fois. Il tendit la main à travers la table et prit la mienne. Sa paume était rugueuse et chaude. Je suis désolé, Claire, dit-il, la voix chargée d'émotion. J'ai laissé faire. Pendant des années, je voulais juste la paix. Je l'ai laissé réécrire l'histoire parce que c'était plus facile que de la combattre. Mais quand je t'ai vu là, dans ton salon, te battre contre toute cette pièce pour être entendu, j'ai réalisé que je t'avais laissé tomber. Tu es là maintenant, papa, dis-je en lui serrant la main. C'est ce qui compte. Londres, songea-t-il, un petit sourire sincère touchant ses lèvres. Tu sais, j'ai toujours voulu voir le British Museum. Tu devrais venir, dis-je. J'aurai une chambre d'amis, une vraie, pas un sous-sol. Il rit. Je pourrais bien te prendre au mot une fois que tout sera calmé. Le jour de mon départ était couvert, une journée d'automne grise typique. Je me tenais à la porte d'embarquement à l'aéroport, mon passeport dans une main, ma carte d'embarquement dans l'autre. Je regardais mon téléphone une dernière fois. Il y avait un SMS de Martha. Martha, j'espère que tu es contente. Les voisins chuchotent toujours. Si tu veux arranger les choses, tu peux envoyer un chèque pour l'acompte de la croisière que tu m'as fait perdre. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je me sentais simplement libéré. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai juste supprimé la conversation. Je parcourus la passerelle, les roues de ma valise glissant doucement sur le tapis. Je ne m'enfuyais pas. Je ne m'échappais pas. Je m'élevais. J'avais ma carrière. J'avais mon argent. J'avais ma dignité. Et alors que l'avion décollait du tarmac, s'inclinant au-dessus de la ville qui avait essayé de me maintenir petite, je regardais les banlieues tentaculaires une dernière fois. Quelque part là-bas, dans une maison coloniale impeccable, Martha était probablement en train de dépoussiérer ses propres plaintes, attendant une fille qui ne reviendrait jamais. Je commandai une coupe de champagne à l'hôtesse de l'air. C'est pour une occasion particulière? Demanda-t-elle gentiment en versant le liquide pétillant. Je fis teinter mon verre contre le sous-verre et souris. La liberté, dis-je. La liberté pure et absolue.